Il y a à l'époque classique un problème de la poésie et même une mise en question de son existence. La poésie suppose une utilisation particulière du langage, dans laquelle la matière verbale en elle-même est tout aussi importante que ce qu'elle signifie. Contrairement à ce qui se passe dans l'usage habituel du langage, la poésie attire l'attention du lecteur sur le signe verbal lui-même. Or, à l'époque de La Fontaine, un courant très puissant, issu des théoriciens de la littérature et des grammairiens, assigne au langage une fonction presque exclusive de dénomination. On veut une langue claire, précise, débarrassée de tout équivoque, qui exprime fidèlement exactement les choses et la pensée. L'idéal du langage tend à être celui d'une sorte d'algèbre dans laquelle le signe s'efface devant ce qu'il signifie. Les théoriciens soumettent en même temps à une législation étroite ce que l'on appelle les figures, les formes d'expression dans lesquelles les choses ne sont pas dites directement et simplement. On critique, tout particulièrement, l'abus des métaphores, on veut des images raisonnables qui n'altèrent pas la vérité et ne substituent pas des chimères impossibles à l'expression vraie de la réalité. On veut soumettre étroitement l'imagination dont on se méfie à la raison. Si l'on admet donc que l'art, et tout particulièrement la poésie, repose sur des fictions, ces fictions doivent être vraisemblables et obéir à la logique du réel. Le XVIIe siècle n'accepte pas que l'art puisse être la libre expression de l'imaginaire ou du rêve. On met au premier rang des qualités de l'écrivain la justesse de la pensée, le souci scrupuleux de concevoir et d'exprimer les rapports vrais que les choses ont entre elles. On privilégie la pensée conceptuelle et rationnelle sur la pensée imaginaire, onirique. En conséquence, la poésie tend à devenir l'expression rimée d'une pensée raisonnable. On admet sans doute l'usage des figures, de la métaphore, des images, mais à condition qu'elles soient étroitement contrôlées par le jugement de l'artiste. Toutes les conditions sont déjà réunies pour rendre en fait impossible la poésie. Ce n'est donc pas un hasard si pratiquement l'époque classique ne compte plus de véritable école poétique. On continue encore à écrire beaucoup de poésie, poésie épique, poésie galante surtout, mais Boileau faisait œuvre facile en attaquant dans ses œuvres des productions médiocres, conventionnelles, aussi régulières qu'insipides. Mais lui-même, dans son art poétique, développait une conception de la poésie et du langage poétique qui allait exactement dans le même sens que celle de ses contemporains et ne définissait pas les conditions réelles d'une poésie authentique. La Fontaine est l'un des rares poètes de l'époque chez lequel apparaisse encore de la poésie. Mais La Fontaine lui-même fait aussi problème. Son œuvre ne répond pas à ce qu'un lecteur moderne attend plus ou moins spontanément de la poésie. Et il faut, pour y devenir sensible, une sorte d'accommodation analogue à celle que notre œil doit effectuer quand nous passons de la vision d'un tableau moderne à celle d'un tableau classique, de Picasso à Poussin. L'univers poétique de La Fontaine n'est pas celui de la poésie moderne, et les réflexions qui vont suivre voudraient simplement vous aider à pouvoir pénétrer peut-être moins difficilement dans un monde difficile. Tout d'abord, dans quelle mesure La Fontaine respecte-t-il les exigences esthétiques et poétiques communes de son temps ? Comme tous les écrivains classiques, il a voulu plaire. Il n'a jamais pensé qu'un artiste devait aller contre le goût de ses contemporains. Pour une bonne part, les fables obéissent aux exigences que formulent les théoriciens et le goût du public contemporain, et dans ce qu'elles comportent de peu propice à l'apparition de la poésie. La Fontaine respecte un certain nombre d'exigences fondamentales concernant le langage. Il pratique l'art des agréments, avec tout ce qu'il comporte de soucis de clarté, d'intelligibilité, de brièveté et de souplesse. La Fontaine, qui a pratiqué au service de Fouquet la poésie galante, en a gardé quelque chose dans ses fables. Un art souple, aisé, une impression de facilité qui correspondait à ce qu'on appelait le naturel et que les contemporains ont été à peu près unanimes à vanter chez lui. La langue de La Fontaine, abstraction faite des difficultés qu'elle peut présenter pour un lecteur moderne qui ne connaît plus très bien la langue du XVIIe siècle, est une langue immédiatement intelligible.
La Fontaine fait un usage discret des figures de rhétorique, métaphores, hyperboles, périphrases. La fable elle-même, dans la mesure où elle met en scène des animaux qui sont l'image de la réalité humaine, est construite sur un jeu d'analogies qui reste simple et explicite, facilement intelligible. Les fables ne mettent pas en œuvre un bestiaire fantastique issu des rêves et de l'imagination propre de La Fontaine. Il utilise un matériau traditionnel qu'il transforme sans doute, mais les animaux apparaissent dans les fables avec leurs traits familiers, reconnaissables et conventionnels, fixés par la tradition littéraire. La fable elle-même est organisée, le fait est bien connu, sous la forme d'une comédie ou d'un récit intelligible qui obéit à une logique du vraisemblable. Elle met en œuvre une matière le plus souvent prosaïque, familière et banale, et s'il arrive à La Fontaine de parler de ses rêves, les fables ne sont pas l'expression de ses rêves, mais visent à donner une image précise et solide d'un objet consistant dont la réalité n'est pas déformée. La Fontaine ne cherche pas à entraîner son lecteur dans un monde mystérieux et ineffable. Il n'assigne pas à la poésie une fonction de connaissance privilégiée, une ambition métaphysique. Il ne met pas non plus le langage à la torture et ne pratique pas systématiquement des écarts par rapport aux normes usuelles de la langue de son temps. Tous ces traits montrent que La Fontaine, dans une très large mesure, accepte le goût de son époque. Pourtant, les fables montrent chez lui un artiste qui prend aussi ses libertés par rapport aux normes de son époque. Il ne respecte pas les exigences strictes de la prosodie malherbienne. Il multiplie les coupes, les enjambements, les rejets, et n'hésite pas à disloquer le vers. Il n'est pas le seul à l'époque, mais il est un de ceux qui ont manifesté la plus grande indépendance dans ce domaine. La poétique de l'époque proscrivait les termes bas, populaires, archaïques et techniques pour exiger l'utilisation exclusive d'un vocabulaire noble. La Fontaine, au contraire, multiplie les emprunts au langage familier, tels que compère, commère, les emprunts au langage archaïque, souvent, comme chetmite. Il fabrique des néologismes, comme ratopolis, ou s'amuse à former des mots composés, comme grippe-fromage, ronge-maille, archipatelin. Dans cette liberté, La Fontaine retrouve quelque chose que la poétique de son temps perdait de vue: l'importance de la matière verbale et le plaisir de jouer avec le mot et le langage, qui est un aspect essentiel de la poésie. Mais il faut examiner plus en détail cet aspect fondamental de la poésie de La Fontaine. La Fontaine désarticule d'abord très souvent le vers dans une recherche expressive. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. De ces deux vers célèbres, le premier multiplie les coupes pour évoquer l'allure et la démarche du héron, démarche lente et rythmée. Le second vers, qui enjambe le premier, se développe au contraire d'un seul mouvement pour évoquer la silhouette élancée de l'oiseau, et il est construit sur un rythme moins marqué et régulier. À la désignation de l'objet par les mots qui le signifient, se surajoute ainsi une évocation par la structure rythmique. Vous pourrez constater vous-même la fréquence de ce procédé chez La Fontaine. La Fontaine joue aussi souvent sur des effets musicaux. Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. La répétition de sonorités dures, grand, bruit, fracas, la répétition des T dans torrent, tombait, montagne, contribue à renforcer la sensation auditive évoquée par le sens même des mots. Parfois, de manière beaucoup plus subtile et difficile en fait à analyser, c'est la sonorité d'ensemble du vers, son harmonie, qui contribue à évoquer ce qu'il désigne. Ainsi, de ce vers fameux, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Vous pouvez remarquer d'abord la fréquence des mots courts, souvent monosyllabiques, qui donnent légèreté et grâce au vers, et mettent en même temps en valeur le terme de transparente qui rayonne, si l'on peut dire, au milieu du vers. En un seul vers, La Fontaine réussit à poser une atmosphère de printemps et de lumière par un ensemble de mots assez généraux qui donnent pourtant une sensation concrète.
le charme et la difficulté de la poésie des fables tiennent à cette utilisation instinctive des ressources expressives du langage et de la versification, d'autant plus difficile souvent à discerner qu'elle reste discrète et sobre, et que La Fontaine procède par touches extrêmement légères et subtiles. La Fontaine choisit donc ses mots en fonction de leur valeur expressive, mais aussi en fonction de leur matière propre, savoureuse et délectable. Car le mot n'est pas seulement le signe d'une idée, un moyen de désigner avec précision un objet, mais aussi une réalité propre. La Fontaine, en artiste classique, ne choisit pas sans doute ces mots pour leur seule qualité sonore, mais à côté de leur puissance expressive, il réussit à capter leur virtualité poétique, leur puissance de résonance qui leur permet d'éveiller des échos et des harmoniques. En même temps qu'il cerne et qu'il circonscrit l'objet, le mot laisse souvent rêver. Par exemple, l'huître trouvée par le rat, par un doux zéphyr réjoué, humait l'air, respirait, était épanouie. La Fontaine évoque ici avec précision l'attitude de l'huître et les sonorités claires, la répétition tout particulièrement des sonorités en « est » contribue à poser le tableau. Mais il y a plus. Le mot de zéphyr évoque la caresse d'un air léger et chaud. C'est un mot noble et antique qui trouve ici une saveur concrète et enferme en lui toute la vision, discrètement suggérée, d'une atmosphère de chaleur, de lumière et de béatitude, soulignée par les verbes qui suivent, et qui, au-delà du tableau précis évoqué, dessine toute une sorte de paysage esquissé autour duquel le lecteur peut rêver. Vous pouvez aussi analyser en ce sens l'emploi des images mythologiques qui interviennent dans des récits familiers, par exemple dans Le chat, la belette et le petit lapin. Le lapin va faire sa cour à l'aurore. Le mot d'aurore a été choisi par La Fontaine pour sa sonorité lumineuse et ses résonances mythologiques. La réalité familière et rustique est par ce moyen transfigurée. Elle entre dans un autre monde où le réel évoqué et la fiction antique se mêlent pour désigner une réalité fraîche et lumineuse enfermée en quelques mots. Il ne faut pas faire de La Fontaine ce qu'il n'est pas. Le mot chez lui est toujours chargé de désigner et de faire voir. Mais La Fontaine réussit en même temps à faire de lui, de manière discrète et sobre, par touches légères, un complexe de sons et de sens, à partir duquel s'éveillent des résonances et des harmoniques, qui débordent et enveloppent sa fonction propre de désignation. Nous sommes par là très loin de ce langage presque purement algébrique auquel rêvaient les théoriciens et les grammairiens de l'époque. La saveur poétique des fables tient aussi étroitement au perpétuel mélange des tons et des références. Une fable fait passer le lecteur, par transition souple, à travers des registres très divers qui se superposent et se mêlent. La Fontaine retrouve en ce domaine très souvent un procédé burlesque qui est sensible par exemple dans Les Deux Coqs, fable où le souvenir de la guerre de Troie se mêle perpétuellement à l'évocation d'un poulailler. C'est un effet comique, mais qui s'accompagne aussi d'un effet poétique de jeu, par le rapprochement inattendu et cocasse entre deux ordres de réalité, animale et familière d'une part, humaine et mythologique d'autre part. De même, dans Le chat, la belette et le petit lapin, on passe au début d'un tableau qui rappelle le climat de la bucolique antique à un climat nettement plus familier, dans le ton de la comédie, et la fable s'achève en tragédie. En même temps, se mêlent perpétuellement références au monde animal, références au monde humain, empruntées à l'actualité contemporaine, à l'Antiquité et au monde du conte. D'autres fables, comme Les Deux pigeons, mêlent la tonalité de l'idylle et des références à la réalité familière. La Fontaine, ici ou là, risque un vers à tonalité épique, tragique ou comique. Il mêle le familier et le noble, le contemporain et l'antique, le réel et le fabuleux. C'est cette diversité de registres et de références qui contribue à donner, pour une bonne part,
leur tonalité spécifique aux fables et leur charme poétique original. On pourrait parler aussi, à propos de la poésie de La Fontaine, d'une poésie de la grâce. La matière des fables est en elle-même le plus souvent prosaïque et familière. Mais La Fontaine réussit à opérer par son style une métamorphose de sa matière. Il évoque avec précision gestes, attitudes, réactions, mais sans jamais appuyer lourdement. Tout l'art de La Fontaine est dans l'union étroite de la précision et de la légèreté de la touche. Un mot, un effet discret et sobre de rythme ou de musique verbale lui suffit pour faire voir ou faire sentir, enfermer et capter dans le langage une sensation ou un effet visuel. Saisie dans son aspect concret et sensible, la réalité est restituée dans son mouvement. Mais surtout, La Fontaine communique à la fable un mouvement souple, aisé et gracieux qui tient essentiellement au mouvement même du langage. Mêlant avec une aisance déconcertante divers registres de ton, passant du noble au familier, du présent au passé, du réel au fabuleux, La Fontaine construit une fable comme un monde un, organisé autour d'une petite intrigue dramatique et emporté dans le mouvement continu et indéfiniment varié du vers, dans le cadre d'une prosodie souple qui combine divers mètres. L'usage des vers dits irréguliers, c'est-à-dire ne comportant pas tous le même nombre de syllabes, la variété des combinaisons de rimes, embrassées, croisées ou plates, contribue aussi, outre les effets expressifs qu'en tire La Fontaine, à donner à la fable son allure poétique et un climat de souplesse et de grâce qui tient à l'essentiel de son art. Par là, les fables donnent le sentiment d'être une sorte de jeu, dans lequel la pesanteur de la matière s'allège et entre dans le monde de la grâce. La Fontaine évoquait lui-même ses vers, avec leur grâce légère, et il parlait de ses fables comme des jeux où mon esprit s'amuse. Il a eu la conscience très nette de ce qu'il voulait faire, une œuvre qui obéisse à une esthétique de la grâce. Il prolonge en ce sens, mais avec un tout autre génie, la tradition de la poésie galante qui cherchait, elle aussi, la grâce et la souplesse. Enfin, on peut parler d'un univers poétique des fables. Car la poésie de La Fontaine ne tient pas seulement à la présence discrète d'un jeu de langage. Sans doute, on a noté bien souvent d'abord, à partir du second recueil, la présence, à vrai dire discrète, d'un élément de lyrisme personnel. On a relevé aussi la présence d'un certain sentiment de la nature. Autant d'éléments faciles à repérer et qui pourtant ne constituent pas, peut-être, l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler l'univers poétique des fables. La fable comporte un élément de merveilleux par définition, puisqu'elle met en scène des animaux qui parlent et agissent comme des hommes. La Fontaine exploite cet élément et ses virtualités poétiques peu sensibles dans la fable traditionnelle, où l'animal n'est que le masque de l'homme. Les animaux, dans les fables, deviennent en partie des animaux réels, encore que La Fontaine, heureusement, n'est rien d'un entomologiste. En même temps, ils gardent leurs traits conventionnels, fixés par la tradition littéraire, et il fait d'eux aussi, conformément au genre même de la fable, des êtres qui représentent la réalité humaine. Les fables introduisent par là dans une réalité ambiguë, et La Fontaine joue perpétuellement de la confrontation et de l'analogie entre animaux et réalité humaine. Dans une fable, comme le chat, la belette et le petit lapin, par exemple, nous passons sans cesse du plan de la réalité animale à celui de la réalité humaine. Et c'est cette imbrication constante de deux plans de référence distincts qui constitue, pour une bonne part, le charme poétique particulier de l'univers de la fable, par la fusion du réel et du fictif. L'univers de la fable est par ailleurs un univers intemporel. Il introduit le lecteur dans un temps immémorial, dans un espace qui n'est de nulle part et de nul temps déterminé, un espace perpétuellement actuel, parce qu'il enferme des éléments toujours susceptibles d'être actualisés par le lecteur
est perpétuellement inactuel parce qu'il n'est pas localisé avec précision. Sans doute, La Fontaine fait-il souvent référence explicite à la réalité contemporaine. Et certaines fables comportent la description non déguisée d'événements contemporains. Mais l'actualité reste dans les fables enfermée dans l'univers intemporel de la fable. Elle tend le plus souvent à être l'illustration d'un fait très général et universel. On peut sans doute retrouver dans l'œuvre de La Fontaine une description, d'ailleurs très incomplète, de la réalité contemporaine. Mais ce n'est pas là un élément poétique. La poésie des fables, si on envisage la totalité de l'œuvre, tient pour une large part à ce qu'elle nous introduit au contraire dans un monde très ancien qui se perd dans la nuit des temps. Très souvent, les fables sont ainsi organisées autour d'un contenu temporel complexe. Nous y trouvons le souvenir d'Ésope et de l'Antiquité, l'écho des conteurs du Moyen-Âge ou des conteurs orientaux, le souvenir de lointaines traditions populaires et des références plus précises à la réalité contemporaine. De même que La Fontaine maintient une constante ambiguïté entre réalité animale et réalité humaine, il entrecroise dans beaucoup de ses fables des plans temporels différents. La fable est organisée sous la forme d'un petit récit, de durée limitée quant à la substance des événements, mais le temps exact de l'action n'est pas précisé. Et La Fontaine fait entrer dans le corps de son récit des éléments qui appartiennent en fait à des époques différentes. Ainsi, pour reprendre l'exemple de la fable « Le chat, la belette et le petit lapin », certains détails se rapportent à l'Antiquité, tels que l'aurore, les pénates, les dieux hospitaliers. D'autres se réfèrent à une réalité paysanne plus contemporaine, d'autres se rapportent à un passé lointain, comme le nom de Raminagrobis, qui évoque les conteurs du XVIe siècle, et Rabelais, mais aussi tout un passé de contes. Et l'ensemble de la fable se situe en définitive dans un temps indéterminé. Par là, l'univers des fables, si on l'envisage dans son ensemble, introduit dans un temps poétique, un temps fictif qui n'est pas le temps de la vie réelle. La Fontaine donne souvent dans ses fables une vision prosaïque des choses et développe une sagesse qui, en elle-même, ne comporte guère d'éléments poétiques. Il présente aussi souvent les fables comme une fiction, un jeu divertissant par lequel il exprime une vérité. C'est la conception allégorique et pédagogique, morale de la fable. La Fontaine esquisse pourtant une autre théorie de la fable, selon laquelle elle ne serait pas seulement allégorie, apologue symbolique et pédagogique, fiction divertissante, mais correspondrait à la vérité elle-même. La Fontaine a senti par là, plus ou moins confusément, qu'il exprimait dans ses fables la vision poétique du monde. Il évoque ainsi, dans sa préface, la théorie du microcosme, selon laquelle l'homme est un abrégé de la nature, de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Dans l'épilogue du livre 11, il suggère que le poète n'est, selon ses propres termes, que le truchement, c'est-à-dire l'interprète, de tout ce que disent sous les cieux tant d'êtres empruntant la voix de la nature, car tout parle dans l'univers, il n'est rien qui n'ait son langage. La fable s'enracine alors dans une conception poétique de la nature, considérée comme un grand livre dont le poète est l'interprète. La poésie est le langage du grand livre du monde. Sans forcer outre mesure le sens de ses propos, on peut considérer effectivement l'univers des fables comme un univers de correspondance et d'analogie entre les êtres qui participent les uns des autres. Hommes, animaux, plantes, participent tous non seulement des mêmes défauts, mais plus profondément de la même vie universelle dont les fables évoquent par touche les différents aspects. C'est pourquoi, à la philosophie cartésienne,
qui oppose radicalement la réalité humaine et le monde de la matière, dont font partie les animaux-machines, que conteste La Fontaine, le fabuliste a préféré la philosophie de Gassendi, telle qu'il expose dans le discours à Madame de la Sablière, parce que cette philosophie repose pour lui sur le sentiment de l'unité de la nature et des affinités réelles qui existent entre les êtres. Ainsi, à la manière de son époque, sobrement, discrètement et allusivement, La Fontaine a construit un univers poétique qui repose sur le sentiment de l'unité du monde et des liens de l'homme avec l'univers. Il retrouve par là le sens de la vie universelle et se rattache, selon sa manière, à une forme de poésie que l'on peut qualifier de cosmique. La fiction de la fable et ce qu'elle comporte de merveilleux finit par exprimer aussi la vérité. Sans doute, La Fontaine n'a pas confondu bien évidemment les êtres. Il a toujours affirmé ce qui distinguait, métaphysiquement parlant, les hommes des animaux et des plantes. Et pourtant, on trouve chez lui, fait exceptionnel au XVIIe siècle, comme la survivance d'une forme de vision symbolique de la réalité. C'est par là que les fables, dépassant la poésie d'un jeu verbal, atteignent le plus profondément peut-être l'essence de la poésie. La Fontaine a vécu à une époque difficile pour la poésie. Et pourtant, à l'intérieur des contraintes que lui imposait le goût de son époque, à l'égard duquel il a su prendre ses distances, sans le choquer d'ailleurs, il a réussi pourtant à édifier un univers poétique original et irréductible à tout autre. Sa poésie est classique, parce qu'elle est claire, intelligible et raisonnable. Il ne faut pourtant pas s'y tromper. Dans sa transparence et sa limpidité, la poésie de La Fontaine est en fait d'accès difficile. Elle est, selon le mot de Gide, miracle de culture. Elle suppose un lecteur capable de saisir au vol les allusions, les jeux verbaux, les variétés de registres, les touches discrètes qui constituent l'élément de la poésie verbale des fables. Elle exige aussi un lecteur qui consente à entrer dans ce monde ambigu où la réalité et la fiction, intimement mêlées, composent un alliage à la limite impossible à analyser.